Alors, je vous souhaite officiellement le bonjour et le bienvenue à cette séance d'information virtuelle sur nos programmes d'études universitaires de deuxième cycle et spécifiquement aujourd'hui sur nos programmes en développement des ressources humaines et des organisations. Je me présente, Patrick Bélanger, je suis le conseiller en recrutement étudiant à l'ENAP. Je vais être accompagné aujourd'hui de la professeure Maude Boulay, à qui je vais demander de se présenter dans quelques instants. Mais tout juste avant, je vous présente le plan de la rencontre. Alors, comme je vous le mentionnais, on va parler à Maude dans quelques instants afin qu'elle puisse se présenter. Je vais par la suite vous présenter les programmes d'études du domaine ressources humaines et développement des organisations. On va échanger ensemble, moi et la professeure Boulay, sur les perspectives professionnelles, les enjeux actuels du domaine des ressources humaines. Et à la fin, une période de questions sera mise à votre disposition. Alors, je répète ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez un bouton au bas de l'écran qui s'appelle Q et R. C'est à cet endroit-là que vous pouvez nous poser des questions. Je suis accompagné aujourd'hui de deux collègues, Valérie Mallet et Catherine Anger, qui vont répondre à vos questions tout au long de la présentation si vous en avez, ou vous pouvez les conserver à la fin de la présentation afin de les poser et on pourra les répondre en direct de vive voix. Il y a également la possibilité de poser des questions par le bouton discussion, mais on vous suggère de plutôt utiliser le bouton Q et R pour ce faire. Pour nous, c'est plus simple de voir apparaître les questions lorsque vous utilisez ce bouton. Alors, présentation de Maude, je vais donc céder la parole à la professeure Maude Boulay, qui est professeure à l'ENAP depuis maintenant 2018. Alors, bonjour Maude. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de venir vous rencontrer ce midi. En fait, c'est ça, moi je suis professeure à l'ENAP depuis 2018. Je suis spécialisée en gestion des ressources humaines et de plus en plus, je me spécialise dans les administrations publiques. C'est une formation générale en gestion des ressources humaines. J'ai un doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal. Et par la suite, pendant ma thèse de doctorat, j'ai surtout travaillé sur l'intégration des immigrants dans le marché du travail, donc tout ce qui touche la discrimination, l'équité en emploi, c'était là-dedans que je me spécialisais à l'époque. Par la suite, j'ai travaillé à l'Institut de la statistique du Québec, donc j'ai été fonctionnaire et j'étais agente de recherche à la direction de la rémunération et des statistiques du travail. Et on m'avait donné le mandat d'étudier la conciliation travail-famille, puis avec une approche de genre. Et par la suite, j'ai décidé j'ai eu la piqûre pour la thématique de la conciliation travail-famille et j'ai décidé d'aller faire mon postdoctorat en sociologie à l'Université McGill sous la direction de l'éminente Céline Le Bourdet, qui est sociologue et démographe. Donc, ceci m'a amené en 2018, après mon postdoctorat, à devenir professeur en GRH. Et là, j'ai commencé à me spécialiser dans les administrations publiques. Le genre de cours que j'offre actuellement à l'ENAP, c'est quoi? Bien, premièrement, il y a la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques, qui est un cours général qui s'offre à tous et qui est super intéressant parce qu'il se donne pas vraiment ailleurs, je dirais, parce que il est spécialisé aux administrations publiques. C'est pas l'équivalent de introduction à la gestion des ressources humaines qu'on peut avoir dans une formation générale comme en relations industrielles. Je donne aussi gestion axée sur les compétences et les talents avec ma collègue Nancy Brassard aussi qui donne ce cours-là. Plus souvent que moi d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est un cours qui est super intéressant, peu importe c'est qui le donne. Il y a aussi le cours que je donne actuellement et qui est donné aussi par d'autres professeurs de l'ENAP, qui est individu et groupe en milieu organisationnel. Présentement, je suis en train de le développer en ligne. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que ça donne plus de flexibilité pour ceux qui voudraient prendre ça. Ça, c'est un cours qui ressemble au cours de comportement organisationnel qu'on pourrait avoir dans une autre formation, sauf que moi, c'est sûr et certain que j'ai le souci de développer quelque chose qui est spécifique aux administrations publiques. Donc, c'est ça que je trouve qui est vraiment important dans ce cours-là, qui nous démarque des autres universités. Et gestion des ressources humaines à l'heure du numérique, qui est un nouveau cours que j'ai développé, qui va se donner prochainement, qui a été approuvé par le comité de programme. Donc, pour le moment, je le donne sous forme de 1 crédit, mais possiblement, j'ai eu en tout cas, quelques échanges qui pourraient faire en sorte qu'on donne ce cours-là sous forme de 3 crédits éventuellement, mais peut-être pas tout de suite.
Aussi, ben, ce que je veux présenter aux étudiants potentiels de l'ENAP, c'est mes expertises de recherche. C'est sûr que je ne suis pas la seule à travailler en recherche en gestion des ressources humaines, mais je voulais vous présenter quand même mon approche à moi. Mais premièrement, pour un étudiant, qu'est-ce qui serait intéressant de savoir, c'est que moi, dans mes projets de recherche subventionnés, j'ai toujours le souci, oui, d'être appliqué aux administrations publiques, mais j'aime comparer l'impact des pratiques de gestion des ressources humaines selon le secteur. Donc, si vous venez, par exemple, travailler avec moi, faire votre mémoire de maîtrise ou votre doctorat avec moi, c'est sûr que moi, dans mes travaux, j'ai une approche comparative entre les différentes administrations publiques, hein, parce que les pratiques RH ne sont pas nécessairement les mêmes dans les municipalités, dans le réseau de la santé et services sociaux, dans le système d'éducation, dans le réseau de l'éducation, dans la fonction publique du Québec, dans la fonction publique fédérale. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse, moi, de comparer entre les différentes administrations publiques, mais aussi, si jamais vous avez le souci, vous n'êtes pas certain que vous voulez faire une carrière uniquement dans les administrations publiques, j'ai le souci de comparer ça avec les administrations, avec les organisations privées. Donc ça fait en sorte que vous vous éloignez pas nécessairement complètement de tout ce qui se passe dans le privé avec ce type d'approche-là et d'expertise-là. Un de mes projets subventionnés, un de mes gros projets, présentement, j'ai 2 sondages en ligne là, qui sont disponibles sur Lime Survey qui portent sur la qualité de vie au travail et le bien-être des travailleurs. Dans ce projet-là, mon approche, essentiellement, c'est de remettre le bien-être au travail au cœur des préoccupations en gestion des ressources humaines, sans oublier nécessairement la performance, mais disons que la visée première du modèle, c'est le bien-être au travail. Et encore une fois, dans ce projet-là, j'ai une approche comparative et mes données, j'ai déjà commencé à regarder un petit peu qu'est-ce que mes données disent et mes données montrent des différences entre les différentes administrations publiques, donc ça va être super intéressant. Un des projets aussi sur lequel je travaille présentement, c'est le télétravail hein, avec la pandémie. Hein, on s'actualise. Il y a eu comme une prolifération du télétravail et ce qui est intéressant, c'est que je sais, par exemple, en tant qu'ancienne fonctionnaire, que le télétravail, c'est pas tout le monde qui avait accès dans la fonction publique du Québec. Il y a eu un très, très grand virage à cause de la pandémie. Hein, on est passé de projets pilotes à 70% des travailleurs, puis là, si c'est même pas plus actuellement, sont en télétravail. Donc, ça a un impact sur la conciliation travail-famille des organisations. Est-ce que cet impact-là est le même dans les administrations publiques que dans les organisations privées? Je ne suis pas certaine. D'ailleurs, j'ai des chiffres qui vont prouver que non, ce n'est pas le même impact. Donc, ça, c'est le genre de choses aussi sur lesquelles je travaille. Bon, l'équité en emploi, ça va toujours rester parmi mes préoccupations, diversité de la main-d'œuvre et perception de discrimination. J'ai d'ailleurs un projet actuellement là-dessus avec mon étudiant de doctorat et une étudiante de doctorat du HEC. Qu'on va bientôt sortir. Donc, encore là, je m'intéresse à l'effet que le secteur peut avoir sur la perception de discrimination. Donc, est-ce que les administrations publiques, les employés des administrations publiques perçoivent plus ou moins de discrimination? Donc, c'est le genre d'enjeu qui m'intéresse dans ce projet-là. Et un autre projet qui pourrait être intéressant pour les étudiants, c'est un nouveau projet qui porte sur la marque employeur dans les administrations publiques. Donc, quelles sont les valeurs que les administrations publiques mettent de l'avant pour se démarquer, pour attirer les nouveaux talents? Il y a peu de littérature, il y a beaucoup de littérature sur la marque employeur de façon générale, mais peu de littérature sur la marque employeur publique et encore moins sur la marque employeur publique comparative entre, par exemple, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, les municipalités, la fonction publique, Québec fédéral. Donc, c'est là où est-ce que je m'en vais. Et on a collecté avec un de mes stagiaires, je dirais 1500 affichages de postes pour analyser comment les organisations se présentent à leurs candidats potentiels. Et là, j'ai déjà commencé l'analyse, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour ceux qui auraient envie de venir travailler sur un sujet comme ça. Donc, ça conclut ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bien entendu, quand la présentation sera finie, je vais être très contente de discuter avec vous sur des questions que vous pourriez avoir par rapport à ça. Merci beaucoup, Maude. Effectivement, vous avez touché plusieurs sujets d'actualité, puis on va en parler dans quelques diapos. On va pouvoir en reparler, en débattre. Je vais d'abord vous présenter nos programmes d'études.
qui sont en lien avec le développement des ressources humaines et des organisations. Petite parenthèse, parce que j'ai vu passer une question déjà. Oui, à la fin de la séance d'information, vous allez pouvoir recevoir la présentation, peut-être pas aujourd'hui ni demain, peut-être au retour du congé pascal, mais vous recevrez la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement de cette séance vidéo. Alors, le domaine des ressources humaines et des organisations, c'est quand même plusieurs étudiants chez nous qui sont impliqués dans ces programmes-là. Je vous ai séparé ça en 3 colonnes parce qu'à l'ENAP, il y a différents profils. Alors, on a des profils dits professionnels. Donc, on retrouve dans ces profils-là des étudiants qui sont soit déjà sur le marché du travail et qui agissent en tant que professionnels, ou des aspirants professionnels, si vous me permettez l'expression, des étudiants qui peuvent arriver du baccalauréat, ont terminé leur baccalauréat au premier cycle et joignent les rangs de l'ENAP à titre d'étudiant. Donc, le profil professionnel est tout désigné pour eux. On a aussi le profil gestionnaire et professionnel, c'est-à-dire dans les salles de classe, vous allez retrouver autant la catégorie professionnelle que je viens de vous expliquer, mais aussi des gestionnaires ou des professionnels qui aspirent à la gestion. Alors là, il y a une certaine mixité à l'intérieur des cours pour certains de nos programmes. Et le dernier profil, c'est le profil recherche. Maud en a glissé un mot tout à l'heure. Il est possible aussi, contrairement aux autres programmes précédents qui sont des programmes dits professionnels, de faire de la recherche. On est une université d'ENAP, donc qui offre aussi des programmes de recherche. On offre également du doctorat, mais propre au développement des ressources humaines. Je vous présente à l'instant nos programmes. Alors, pour le profil professionnel, on a la maîtrise en administration publique. Donc, c'est environ 13-14 cours. Pourquoi que ce n'est pas clair comme ça? C'est parce qu'à la fin du parcours, vous avez le choix de faire souvent un stage en organisation ou il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Des fois, il faut prendre un cours supplémentaire. Alors, c'est pour ça que le nombre de cours va varier à l'intérieur de la maîtrise. Donc, c'est une maîtrise en développement des ressources humaines et des organisations. Et sur le même thème, il y a également de disponible le DESS, le diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, vous pourriez commencer par le DESS si vous n'envisagez pas de vous rendre jusqu'à la maîtrise, mais tous vos cours vont être reconnus si vous décidez de basculer à la maîtrise par la suite. Le DESS peut être débuté et complété entièrement en ligne. Alors, je dis peut être débuté, c'est-à-dire qu'à l'ENAP, il y a énormément de cours optionnels à l'intérieur de nos programmes. Alors, à l'intérieur de ce cours-là, il existe environ, à l'ENAP, vous allez le voir bientôt, là, une dizaine de cours liés au domaine des ressources humaines. Ils ne s'offrent pas tous en ligne, mais il y a moyen, en sélectionnant les cours en ligne, de terminer un DESS entièrement en ligne. Alors, ça peut être intéressant. Le profil gestionnaire et professionnel, alors qu'est-ce qu'on offre ici? On a un programme court qui est 5 cours, toujours sous le même thème de développement des ressources humaines et des organisations. Même chose, ces cours-là peuvent être reconnus autant dans le DESS que dans la maîtrise par la suite. Alors, 5 cours à suivre. Et on a aussi le micro-programme. Alors, peut-être que vous êtes déjà quelqu'un qui évolue dans le milieu des ressources humaines. Vous avez peut-être déjà un baccalauréat ou même une maîtrise en relations industrielles. Par contre, vous décidez de mettre à jour vos compétences parce que vos études datent de 15, 20, 25 ans. Alors, peut-être que seulement que 3 cours pourraient être suffisants pour vous. Alors, on offre cette option-là de faire un micro-programme. Alors, c'est une attestation d'études qui est émise. Ce n'est pas des cours de perfectionnement, c'est vraiment des cours universitaires, 3 cours de 45 heures en encadrement et gestion des ressources humaines. Finalement, le profil recherche, c'est une maîtrise. Vous allez avoir des cours, bien entendu, à suivre dans la première année et dont une préparation à votre projet de mémoire. Et la dernière année est principalement, la deuxième année, elle est principalement consacrée à la rédaction de mémoire. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez décider que votre thème porte sur le développement des ressources humaines et des organisations. Alors, avant de changer de diapo, simplement pour vous signifier qu'à chaque fois que vous voyez un astérisque, c'est que ces programmes-là peuvent être entièrement réalisés en ligne. Les cours du domaine, faites-vous-en pas, comme je vous ai mentionné, vous allez recevoir la présentation, pas besoin de prendre de notes. Ce sont ici tous les cours qui ont un lien avec la gestion des ressources humaines, développement des organisations. Maud en a parlé un peu, les cours qu'elle enseigne. Par contre, on en a plusieurs enseignants, plusieurs chargés de cours. L'ENAP
est composé de professeurs de carrière, des professeurs-chercheurs, mais aussi des praticiens du milieu, soit des anciens hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires actuels, des directeurs de ressources humaines qui peuvent venir enseigner chez nous en charge de cours pour les cours que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, avec un astérisque, ce sont les cours qui sont offerts en ligne. Alors, ce que je parlais tantôt, si vous voulez choisir de faire vos études à distance, alors il y a moyen de choisir les cours que vous voyez avec un astérisque. Et on a aussi des cours de 1 crédit, pas seulement en développement de ressources humaines, on a aussi dans plusieurs domaines, on a une douzaine de cours de 1 crédit. C'est quoi la différence? Bien, un cours de 1 crédit, c'est seulement 15 heures d'enseignement. Vous pouvez combiner une multitude de cours de 1 crédit pour amasser un 3 crédits qui compte dans le fond pour un cours complet. Alors là, ça devient intéressant, peut-être pendant votre parcours, parce que je le mentionnais tout à l'heure, il y a beaucoup de cours optionnels à l'intérieur de nos programmes. Alors, vous pourriez prendre ici les 2 cours d'un crédit qui sont disponibles et le dernier cours, prendre un cours parce que vous êtes intéressé à la politique internationale, de prendre un cours dans ce sens-là. Alors, c'est très flexible, les programmes d'études à l'école, ainsi que les cours. J'en ai glissé un mot tout à l'heure, nos programmes gigognes, sur le principe des poupées russes, des poupées gigognes, c'est-à-dire que vous pouvez commencer dans plusieurs programmes de courte durée et les cours sont reconnus selon la séquence qui est là, si vous suivez les flèches, dans différents programmes, donc vous amenez jusqu'à la maîtrise. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi je commençais par un micro-programme, sachant que je voudrais absolument me rendre jusqu'à la maîtrise? Bien, en fait, c'est une question de prendre son temps. Alors, en prenant un micro-programme, vous pouvez faire temps plein, bien entendu, en un trimestre, c'est possible, mais la plupart de nos étudiants, c'est 90 % de nos étudiants à l'ENAP sont à temps partiel parce qu'ils sont déjà sur le marché du travail. Alors, vous pourriez prendre un micro-programme pour un cours à l'automne, à l'hiver et à l'été, donc échelonné sur une dizaine de mois environ, et vous allez recevoir votre micro-programme. Par la suite, vous pourriez prendre un moment d'arrêt. Vous pourriez prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de filer vers le programme cours ou passer par-dessus le programme cours, aller au DESS ou passer par-dessus tout ça et aller directement à la maîtrise. Bref, c'est très flexible. Ça vous permet de faire des temps d'arrêt. Par contre, si vous décidez d'embarquer dans la maîtrise immédiatement, vous ne pouvez pas prendre d'arrêt entre chacun des trimestres, entre chacun des cours. Donc, vous partez sur une séquence, si vous étudiez à temps partiel, d'environ 4 à 5 ans d'études. Alors, si vous ne voulez pas vous mettre moins de pression ou si votre emploi est vient de changer, vous venez de changer de patron et là, vous devez redéfinir votre emploi, bien, peut-être que vous allez vouloir prendre un temps d'arrêt pendant vos études. Alors, en y allant par cheminement comme ça, le microprogramme 3 cours, ensuite le programme cours qui est 5 cours, donc on prend les 3 cours du microprogramme, il vous reste seulement 2 cours à faire pour le programme cours, vous avez une autre attestation qui vous est donnée. Ça devient intéressant d'y aller de cette façon-là. Donc, on a moins de pression si on veut. Si vous êtes intéressé par des études à l'école, avant de passer aux différentes questions, on est toujours en période d'admission, c'est de l'admission continue. Par contre, il y a quand même des dates limites. J'explique la différence. On va prendre le premier exemple qui est le trimestre d'automne. Donc, si vous désirez débuter à l'automne qui vient, vous avez jusqu'au 1er juin pour déposer votre demande d'admission. Bien entendu, on va accepter les demandes d'admission au-delà du 1er juin. Par contre, en faisant ça, vous risquez de peut-être avoir moins de choix de cours pour votre automne ou que votre candidature prenne plus de temps à être analysée et que là, on arrive plutôt à vous offrir une entrée à l'ENAP à l'hiver prochain. Donc, en respectant la date limite d'admission du 1er juin, ça garantit que vous allez pouvoir débuter à l'automne. Au-delà du 1er juin, on ne peut pas vraiment le garantir. Vous risquez d'être reporté, d'avoir une offre d'admission plus pour l'hiver qui va suivre. Alors, il vous reste environ 2 mois si vous êtes intéressé par des études cet automne. Si jamais vous voulez commencer cet été, évidemment, vous le voyez, la date limite est passée, il fallait le faire avant le 15 mars. Par contre, si votre dossier est déjà tout prêt, tout monté, impeccable et c'est facile pour vous d'avoir toutes les pièces justificatives, vous avez la liste sur notre site web, c'est possible que vous soyez en mesure d'intégrer notre trimestre d'été, qui est en fait plus un trimestre de printemps, si on veut, parce que c'est le mois de mai et le mois de juin. Tous les renseignements sont disponibles sur admission.enap.ca, comme vous pouvez voir. Alors, perspective professionnelle et enjeux actuels, je vais demander à Maude de se rejoindre à moi.
On va parler, je vous laisse les questions à l'écran, hein. J'aurais pu les passer une à une, mais je vais les laisser à l'écran pour qu'on puisse faire le tour et ne pas en échapper. Alors, on a identifié d'abord les questions en lien avec les perspectives professionnelles, hein. Pourquoi j'aimerais faire des études à l'école? Qu'est-ce que ça m'amène? Alors, la première question qu'on a identifiée, c'est quels sont les grands thèmes qui seront couverts dans le parcours de l'étudiant. On parle ici des thèmes généraux. On a vu quelques cours de Maude. Alors, Maude, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. La gestion de ressources humaines à un deuxième cycle universitaire, sachant qu'on parle à des gens qui sont surtout sur le marché du travail. Qu'est-ce que ces gens-là vont entendre dans les cours? Bien, premièrement, ils vont apprendre des notions théoriques qui sont spécifiques aux administrations publiques, ce qui n'était pas, en tout cas, présent, moi, dans ma formation en relations industrielles. Donc, ça, je pense que c'est un grand avantage de l'ENAP par rapport à toutes les autres universités. Par la suite, ben, c'est sûr que dans le cours optionnel, mais de base, GRH dans les administrations publiques, ils vont entendre parler beaucoup du contrat psychologique, qui est aussi une notion qui est couverte en relations industrielles, mais moins en profondeur, puis en quoi cette approche-là du contrat psychologique va avoir un effet sur la façon dont sont gérées les ressources humaines dans les administrations publiques. Donc, c'est une approche qui est quand même qui se distingue de ce qu'on voit ailleurs. Et étant donné que aussi, tu sais, la plupart des livres des cours en gestion des ressources humaines sont soit sont pas spécialisés dans les administrations publiques, mais c'est sûr que ce créneau-là est pas couvert vraiment dans d'autres universités. Alors que nous, même si on utilise les mêmes livres, on a un souci. Donc, tous les travaux qu'on va faire aux étudiants vont être souvent appliqués aux administrations publiques. Donc, ça, c'est une des raisons principales pourquoi on devrait choisir l'école d'administration publique. Puis, comme je vous l'ai dit, ben moi, j'ai un souci de comparer le secteur privé avec le secteur, avec les différentes administrations publiques. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui donne des bonnes perspectives professionnelles par la suite parce que vous ne devenez pas non plus éloigné du secteur public si jamais c'est pas vous ne tenez pas à rester dans ce secteur-là spécifique. Merci. On a parlé déjà un peu de la deuxième question, pourquoi choisir l'ENAP? On y a répondu en partie. J'ajouterais, ou peut-être, puis je vous repasserai la parole, choisir l'ENAP quand on est déjà en emploi, puis j'ajoute à ça la troisième question qui est écrite, qu'apporteront ces études aux professionnels et aux gestionnaires déjà en emploi, hein? Pourquoi choisir l'ENAP plutôt qu'une autre université? La spécialité de l'ENAP, hein, nos derniers sondages l'ont démontré à l'interne que les gens choisissent l'ENAP par notre spécialité de l'administration publique. Mais Maude, je vous poserai la question, il existe plein de programmes en gestion de ressources humaines. L'ENAP a sa spécificité d'administration publique, mais en quoi elle se distingue également? Bien, c'est certain que les professeurs qui sont recrutés en ressources humaines, je dirais, qui ont une approche différente, pas différente nécessairement, très différente, mais c'est sûr que l'ENAP a un souci de pragmatisme. Je sais que une des raisons pourquoi moi, par exemple, j'ai été recrutée par rapport à d'autres, c'est parce que j'avais déjà été fonctionnaire, j'ai déjà travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux, j'ai une expérience pratique et je trouve qu'on est une université qui est pratique. On est aussi une université qui est flexible, je dirais, parce que dans les nonobstant les thèmes là, qu'on va couvrir, comme le développement des compétences et des talents, mais c'est sûr que le cours va tenir compte du fait qu'on est différent des administrations publiques, des administrations privées, mais les thèmes essentiellement, c'est les mêmes, la gestion des ressources humaines. Je veux dire, il faut recruter en gestion des ressources humaines, il faut former en gestion des ressources humaines, il faut motiver en gestion des ressources humaines, mais comment on fait ces activités-là de façon différente dans les administrations publiques et dans le secteur privé. C'est le genre de choses qu'on va aller chercher. Et aussi le fait que nos étudiants, moi, c'est sûr que si je le place autrement, avant d'être embauchée à l'ENAP, j'enseignais comme chargée de cours à l'Université de Montréal. J'avais accès à la clientèle, dans le fond, de l'Université de Montréal. J'enseignais autant la maîtrise qu'au baccalauréat. C'est sûr qu'à l'ENAP, le climat est vraiment différent parce que les gens ont beaucoup plus
d'expérience pratique pour moi en tant que professeur. C'est beaucoup plus intéressant d'enseigner à l'ENAP. C'est pas fin pour l'Université de Montréal, mais j'ai rien contre l'Université de Montréal. Il y a d'autres avantages à l'Université de Montréal que l'ENAP n'a pas. Mais l'avantage pour un prof, c'est que les étudiants, c'est pas des étudiants qui sont très, très jeunes, très, très gênés d'intervenir. Souvent, c'est comment je dirais ça? C'est que leurs préoccupations sont pratiques. Oui, mais là, moi, c'est parce que moi, je travaille, moi, j'ai des employés à gérer, qu'est-ce que je fais? Puis là, la discussion, elle arrive dans le cours, puis souvent, les profils des étudiants sont différents dans le cours. Il y a des professionnels, avec le programme mixte, il y a des professionnels, il y a des gestionnaires. Donc, je trouve que l'ENAP a une approche davantage de co-développement, c'est ce que je dirais, qui est un gros avantage par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, comme à l'Université de Montréal. Au baccalauréat, j'avais des classes de 115 personnes. C'est sûr que là, il n'y a pas trop de place pour l'interaction avec les étudiants parce que là, si tout le monde veut parler dans la discussion, moi, je ne parle plus. C'est là où, dans les cours à l'ENAP, c'est des cours maximum de 30 étudiants. Donc là, les différents profils, puis on donne de la place aux étudiants. Puis aussi, l'avantage, c'est que nos horaires aussi, là. C'est moi, depuis que je suis à l'ENAP, j'enseigne plus le mercredi de 1 à 4. Là. Souvent, je vais faire 3 fins de semaine pour un cours de 45 cours parce qu'on sait que les étudiants aiment ça, ou on va faire un soir par semaine, ou on va faire 6 vendredis, ou en tout cas, tu sais, les horaires sont flexibles, puis il y a plusieurs options pour les étudiants. Puis là aussi, on a beaucoup développé le en ligne. Patrick en a parlé. Donc, le en ligne, bien, ça fait en sorte aussi de donner une plus grande flexibilité. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a qui aiment ça. Souvent, les deux possibilités s'offrent. Le même cours s'offre. La plupart, ben, toutes les étoiles, dans le fond, s'offrent en ligne, mais je sais que comme individu et groupe en milieu organisationnel, il n'y avait pas d'étoiles, mais moi, je suis en train de le monter en ligne. Fait que je le sais qu'il va se donner en ligne. Fait que je sais que l'ENAP a un souci aussi de flexibilité parce qu'ils savent que la plupart des étudiants travaillent à temps plein. Donc, ça, c'est aussi une autre chose qui est importante, je pense, à l'ENAP. Absolument. Puis c'est ce qu'on entend le plus souvent de la part de nos étudiants, c'est la possibilité de partager les expériences entre eux, avec les pairs, d'apprendre des autres. Ils voient des problématiques dans d'autres organisations qui peuvent peut-être s'appliquer, des solutions surtout, qui vont s'appliquer chez eux. Alors, ce co-développement, là, effectivement, c'est très, très fort à l'ENAP par la petitesse de nos groupes, effectivement. Hein, c'est entre 20 et 30 étudiants, ça le permet. Peut-être une dernière question par rapport aux perspectives professionnelles. Si on parle à nos plus jeunes étudiants, hein, ceux qui terminent le baccalauréat prochainement ou qui viennent tout juste de le terminer, qui voudraient venir étudier à l'ENAP en développement des ressources humaines des organisations, ils ne sont toujours pas sur le marché d'emploi. Est-ce que l'ENAP devient quand même intéressant pour eux puisqu'ils n'ont pas d'expérience de travail? Oui, je pense que l'ENAP peut être, premièrement, à cause du co-développement. Hein. Moi, je me replace parce que j'ai un bac en psycho à la base et je me rappelle qu'avant d'aller faire ma maîtrise en relations industrielles, l'ENAP était dans mes options de choix parce que je savais que je m'en allais vers la psychologie organisationnelle, la gestion des ressources humaines. J'avais considéré l'ENAP dans mes choix. J'ai été finalement vers l'Université de Montréal, mais aujourd'hui, maintenant que je connais mieux l'ENAP, je me dis peut-être que j'aurais dû faire un choix différent, même si je suis contente de terminer, mais de faire ma carrière à l'ENAP et tout ça, parce que je trouve que c'est plus riche comme formation à cause justement de l'expérience des autres étudiants. Souvent, dans mes cours, je vais faire des travaux d'équipe. Puis les équipes souvent vont se former d'elles-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, je donne des équipes, surtout avec le Zoom maintenant, où est-ce qu'on peut faire diviser le breakout room, c'est qu'on les envoie dans des séances différentes. Souvent, je vais faire manuellement exprès de prendre quelqu'un de plus senior avec quelqu'un de plus junior, pas toutes les mêmes personnes des mêmes organisations. Si, admettons, j'ai beaucoup de gens dans le réseau de la santé, je vais essayer de les séparer, mettre des gens, par exemple, d'Hydro-Québec, de la fonction publique du Québec, de faire une mixité dans les groupes pour les faire travailler ensemble. C'est ça que je trouve vraiment enrichissant parce que même si tu commences, que toi, tu es là, puis que dans le fond, c'est une spécialité que tu viens chercher, une spécialité théorique qui touche les administrations publiques parce que ça t'intéresse. Mais en plus d'avoir des notions théoriques, tu vas avoir accès à quelque chose de pratique qui est moins tangible dans tous les autres cours que moi, j'ai pu enseigner ailleurs. Même moi, j'ai changé ma façon d'enseigner depuis chez l'ENAP parce que ça n'aurait pas fonctionné
de donner 3 heures de contenu théorique à l'ENAP, les étudiants, là, ils m'auraient pas donné des bonnes évaluations d'enseignement. Fait que je pense qu'il y a vraiment j'ai des bonnes évaluations d'enseignement. Fait que je pense que une des affaires, là, moi, qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment le désir, la volonté des étudiants d'interagir, puis aussi le partage des expériences. Les gens sont très généreux dans les cours. Tu sais, il y a des gens qui ont des belles expériences pratiques, des vraiment beaux profils, de partager ça entre les étudiants. Puis c'est sûr que la culture organisationnelle dans les municipalités, parce que moi, mes cours, ça s'adresse à tout le monde. Fait que j'ai des gens dans les municipalités. Souvent, j'ai des groupes plus de santé, mais j'ai des gens dans les municipalités, j'ai des gens dans les sociétés d'État. C'est vraiment intéressant. Moi, à chaque fois, là, le cours que j'aime le plus, c'est mon premier cours. Pour voir qui j'ai dans mon cours, je les fais tous se présenter, puis j'ai hâte de voir qui j'ai dans mon cours. Puis peu importe c'est quoi ton profil, c'est sûr que tu vas apprendre. C'est ça, il y a toujours des questions. Les questions des étudiants, c'est toujours en lien, oui, la théorie, mais comment on applique ça dans les organisations, parce que tout le monde le fait différemment dans chacune des organisations. Donc, je trouve qu'il y a une grosse richesse, là, même plus pour un jeune qui arrive des baccalauréats. Absolument. Puis, je viens tout juste d'avoir passé une question là, en complément. S'il faut faire le choix entre un MBA et une MAP, hein, la MAP, c'est la maîtrise en administration publique de l'ENAP. La différence, c'est un peu ce que Maude vient de mentionner, c'est qu'on est entièrement dédié aux services publics, aux organisations publiques. Donc, l'intégration des notions à l'intérieur de votre milieu de travail dans les organisations publiques versus un peu plus les administrations privées, les entreprises privées. Si vous prenez un MBA, vous allez avoir des cours d'économie, mais l'économie générale, nous, les cours que vous allez avoir chez nous d'économie, c'est l'économie du secteur public, toujours lié au secteur public. Donc, si c'est ce qui vous intéresse, la chose publique, la sphère publique, que ce soit fonction publique fédérale, provinciale, municipalités, les hôpitaux, services sociaux, tout le domaine, le secteur de l'éducation, les OBNL, les organismes communautaires, tout ce qui a un lien de près ou de loin avec la prestation de services aux citoyens, à l'État, elle est là la différence entre un MBA et une MAP. Donc, effectivement, les étudiants qui désirent intégrer les services publics, on croit que l'ENAP, c'est un bon choix. L'heure est déjà avancée. Je vais passer aux enjeux actuels. Sur les thèmes, entre autres, qui sont travaillés par les professeurs dans les domaines de recherche. Hein. Maude, vous avez bien expliqué sur quoi vous travaillez, mais on a plusieurs professeurs dans le domaine des ressources humaines. On a parlé tout tantôt du télétravail là, qui est en mouvance, hein, des normes qui s'en viennent de la part de différents gouvernements ou différentes organisations, comment va se passer le télétravail. Qu'est-ce qui se travaille aussi justement à l'ENAP de la part des autres professeurs dans le domaine? C'est sûr qu'il y a plusieurs professeurs. Je ne connais pas les créneaux de recherche de chaque professeur, mais par exemple, je sais que Nathalie Rinfret travaille sur le leadership dans les administrations publiques, sur le mentorat, sur la formation. Je sais qu'Étienne Charbonneau va travailler sur la motivation pour le service public, qui est un concept spécifique que moi, je n'avais jamais entendu parler avant d'entrer à l'ENAP. Donc, dans le fond, ça dit que les personnes qui décident d'aller travailler dans les administrations publiques ne sont pas motivées de la même façon, par les mêmes choses que les travailleurs qui se dirigent davantage dans les organisations privées. Il y a Éric Charret qui travaille sur la diversité de la main-d'œuvre comme moi, avec des approches plus qualitatives. Donc, ça vous donne un autre, parce que c'est sûr que ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais quelqu'un qui vient à l'ENAP faire de la recherche, il y a quand même plusieurs approches de recherche. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a autant des profils plus quantitatifs que des profils qualitatifs de chercheurs à l'ENAP. Et aussi, dans les cours de méthodologie, il y a les deux. Hein, il y a des cours, je trouve que par rapport à la formation que moi j'ai reçue, il y a plus de cours en méthodologie qualitative que moi j'ai reçu dans ma formation initiale. C'est intéressant parce que c'est le fun, le quantitatif, mais quand tu sors de ta formation et que tu n'as aucune expérience en qualitatif, c'est aussi une faille que moi je sentais que j'avais en sortant. Je suis spécialisée en méthodologie quantitative, mais je me disais, j'aurais aimé ça, faire plus de qualitatif, avoir plus de connaissances en qualitatif. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mis à part ça, je sais que Isabelle
Travaille sur le développement des carrières, puis tout ça, ça aussi, c'est comme quelque chose qui est en lien avec les administrations publiques qui sont intéressants. Puis c'est un thème de recherche, je pense, qui est pertinent, surtout dans les administrations publiques, où est-ce que, justement, Nathalie, c'est, oui, le leadership dans les administrations publiques qu'elle utilise, mais essentiellement, sa chaire sur les jeunes leaders, c'est un programme de mentorat. Et donc, ça, je pense qu'elle a développé ça parce que, justement, elle avait vu qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là dans la fonction publique. Donc, le développement de carrière aussi, c'est une spécialité que d'autres professeurs ont à l'ENA. Je pense que ça fait le tour à peu près des professeurs. J'ai peut-être oublié quelqu'un, je me sens mal. Je n'étais pas prête à... J'ai pas étudié les CV de tous les autres professeurs. Mais c'est bien, ça démontre la diversité du corps enseignant, même si c'est un seul sujet qui est les ressources humaines. C'est très, très, très varié ce qu'on peut faire avec le domaine d'études. Puis d'ailleurs, c'est la prochaine question. Nos étudiants qui vont se diriger dans le profil recherche, qui vont vouloir faire de la recherche dans le domaine, de quelle façon ils vont pouvoir contribuer à l'avancement de la recherche sur les ressources humaines? Mais moi, je trouve que un des créneaux, comme je l'ai expliqué un petit peu dans mes expertises de recherche précédemment, je trouve qu'un des créneaux qui est vraiment pas développé présentement, autant au Québec, au Canada qu'à l'international, c'est la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques. Actuellement, il y a 2 revues internationales qui s'intéressent à ça, je le sais parce que j'en vois des articles. Il y a ROPA, qui est Review of Personal Public Administration, et il y a Public Personal Management. Ce sont 2 revues qui sont spécialisées en gestion des ressources humaines dans les administrations publiques. Par contre, à part le livre de Louise Lemay qu'on utilise dans le cadre de nos cours, il n'y a pas de livre en gestion des ressources humaines spécialisé dans les administrations publiques. C'est sûr que moi, éventuellement, dans ma carrière, je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais travailler très fort pour ça. J'aimerais qu'on crée à l'ENA un centre international de gestion des ressources humaines dans les administrations publiques. On est la meilleure place pour accueillir ce genre de centre-là. Toujours dans une perspective comparative, parce qu'une des faiblesses, je dirais, des travaux et de la littérature sur les administrations publiques en gestion des ressources humaines, parce qu'il y en a beaucoup quand même, c'est que j'ai de la misère à trouver des travaux qui font ce que je propose moi. Mm-hmm. On fait souvent des travaux sur les organisations publiques, puis des travaux séparés avec d'autres derrière sur les administrations, sur les organisations privées. Mais des approches où est-ce qu'on compare dans la même étude plusieurs, puis là, souvent, les administrations publiques, ils mettent tout ça dans le même tapon, je m'excuse du mot, mais c'est que public service, c'est tout le monde est là. Comme la santé, éducation, fonction publique, il n'y a pas de distinction. Moi, ça m'énerve. Je pense qu'éventuellement, l'objectif, ce serait justement de dire, bon, bien, si l'approche de la contingence en gestion des ressources humaines, qui dit qu'il faut travailler les ressources humaines en fonction du contexte, est valide, il n'y a pas seulement la distinction entre les administrations, le secteur public et privé. Les différentes administrations publiques ont aussi des particularités qu'il faut tenir compte, puis comment ça se compare ensemble. Comment une ville se distingue par rapport à un hôpital? Est-ce que c'est pareil, la gestion des ressources humaines? Je ne suis pas convaincue, moi. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est ça qu'il y a à faire présentement dans le domaine. Il y a plein de choses à faire, mais notamment, ça, c'est quelque chose que moi, je veux faire avancer. Puis je pense que l'ENA pourrait, dans les prochaines années, parce qu'on est quand même un bon nombre de professeurs, mais plus on va avoir de professeurs en gestion des ressources humaines, on pourrait devenir la référence à l'international en gestion des ressources humaines dans les administrations publiques, parce que ailleurs dans le monde, c'est pas très développé comme domaine de recherche. Donc, je pense que oui, c'est ça. Si je vous demandais de sortir votre boule de cristal pour les prochains thèmes dans 5-10 ans qui pourraient être étudiés, le télétravail, ça fait longtemps qu'on en parlait, il nous a simplement sauté aux yeux, si on veut, pendant la pandémie. Il a été question beaucoup dans les dernières années de la conciliation travail, famille, études. Est-ce que vous entrevoyez des thèmes qui pointent à l'horizon, des enjeux qui s'en viennent dans les administrations publiques sur lesquels on devra se pencher en tant qu'université? Bien, il y a tout ce qui touche l'intelligence artificielle, comment on utilise ça, comme le cours de GRH à l'ère du numérique. Là, c'est un peu pour ça que je le montre, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de très à jour qui va nous aider pour le futur. Puis
faut aussi être très vigilant, à mon sens, à moi, avec ce genre de technologie-là, hein, parce que si l'intelligence artificielle, la programmation qu'on met dans les logiciels ne tient pas compte, par exemple, de l'effet que ça peut avoir en termes de discrimination de certaines origines ethniques, là, on va avoir un problème. Donc là, c'est tout plein d'enjeux là-dedans qui est intéressant. Donc ça va émerger dans les travaux. D'après moi, on va beaucoup parler de ça. Il y a aussi l'analytique RH, qui est un cours que j'aimerais éventuellement développer dans les prochaines années à l'ENAP en lien avec le big data, hein, tout ce qui a rapport avec le numérique, parce qu'on a plein de données, mais on en exploite très peu. Ouais. Donc, en ressources humaines, les organisations, souvent, ils colligent des données, mais tu sais, quand je me rends compte, parce que là, j'ai des projets en organisation avec des étudiants, puis tout ça, puis les services de ressources humaines, ils colligent des données, mais on dirait qu'ils ne sont pas capables d'analyser, de bien utiliser les données. Ils n'ont pas la formation souvent en analyse quantitative que moi j'ai. Fait que là, ils ont des données, ils ne savent pas comment les traiter, ils ne savent pas quel type d'analyse faire. Mais je pense que ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais développer chez les étudiants de l'ENAP en administration publique pour quand ils vont être embauchés ou dans leur emploi actuel, pour qu'ils puissent utiliser toutes les données qu'ils ont efficacement. Parce que là, présentement, ce que certaines administrations font, c'est qu'ils demandent justement à des professeurs d'université de les aider avec ça. Donc là, moi, j'ai des contrats de recherche là-dessus sur certains thèmes. Oui, je veux les aider, mais l'idéal là-dedans, c'est que les entités deviennent autonomes. Moi, je peux pas faire toutes Fait que si je forme des gens qui sont capables de faire ça, quand ils vont retourner dans leur administration publique, ils n'auront plus besoin de moi. Moi, je vais être contente parce qu'ils vont être plus efficaces par eux-mêmes. Oui, c'est des beaux thèmes de recherche, de sujets. On verra ce que On ne l'avenir sait pas. Puis il y a va nous aussi un dire. autre thème qui m'intéresse, mais je ne suis pas certaine que ça, c'est un peu plus loin. Puis quand je présente ça, les gens sont souvent surpris. Mais c'est sûr que je pense qu'éventuellement, en raison du télétravail, encore une fois, je pense que le travail à l'heure, tout le monde du travail va se réorganiser. Je pense que le travail à l'heure, ça va, les syndicats n'aimeront pas ça. Puis pourtant, je n'ai rien contre les syndicats, honnêtement. Là, je me sens comme vraiment très à l'aise avec les syndicats. Mais je crois que le travail à l'heure, ça va être amené à disparaître éventuellement. Je ne dis pas cette année et l'année prochaine, là, c'est sûr et certain, mais de plus en plus avec le télétravail, on va gérer la performance d'une autre façon. Oui. Et pas une heure de travail pour une personne, c'est pas nécessairement une heure de travail pour une autre personne. Donc, il va y avoir tout un concept là-dedans qui va être amené à changer. C'est quelle tâche, on va travailler plus à la tâche, être plus un peu, j'imagine, le monde du travail du futur, moi, ça va être plus comme contractuel, même si notre lien d'emploi peut être permanent. Je pense qu'il va y avoir on va marcher à contrat ou à projet davantage. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Ça sera plus du travail à l'heure. Une rémunération fixe annuelle, d'après moi, éventuellement. Très intéressant. Il est bientôt 13 heures ou il est 13 heures. On va passer rapidement à la période de questions. Tout juste avant, je vais vous remercier à l'avance parce que je sais qu'il y en a qui vont quitter parce qu'il est 13 heures. Si vous avez besoin de renseignements sur nos programmes d'études, l'adresse programme.nap.ca va vous mener directement à tous nos programmes à l'ENAP. Pour les demandes d'admission ou les informations sur les pièces justificatives à déposer lors de votre demande d'admission, vous allez sur www.admission.nap.ca. Et pour toute question en lien avec les programmes, l'admission, vous voulez être en contact avec la professeure Boulay, écrivez-nous à études avec un S à commercial.enap.ca. Et tout juste avant de quitter, je vais demander à mes deux collègues, Catherine et Valérie, est-ce qu'il y a des questions qui sont revenus peut-être à plusieurs reprises, dont on a besoin de reparler à l'écran, ou si vous avez pris tout le contrôle des questions dans la boîte de clavardage. Alors Patrick, il y aurait deux questions qui resteraient. Donc la question de Amrani. Pour les diplômés à l'étranger et sans expérience dans le domaine de DRHO, est-ce que vous pensez qu'ils n'auront pas de difficulté à suivre les cours en maîtrise, surtout que les cours au baccalauréat étranger diffèrent un peu du baccalauréat québécois? Maude? En fait, je dirais que ça peut dépendre des étudiants. Là, moi, j'en ai eu dans mes cours qui n'ont eu aucune difficulté, qui se sont très bien adaptés malgré le fait de la différence. Mais c'est sûr que
pour certains autres étudiants où les concepts ne veulent pas nécessairement dire la même chose, c'est sûr qu'il y a une partie de rattrapage à faire. Faut être réaliste, sauf que c'est pas nécessairement impossible non plus, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. On a plusieurs, je sais pas combien vous avez diplômés de l'international dans le programme des RHO, mais c'est beaucoup, C'est là. beaucoup, oui, c'est C'est ça, très, c'est très vraiment recherché, beaucoup. oui. Fait que c'est vraiment pas quelque chose d'impossible. C'est sûr que c'est pas la même chose que si on sortait d'une formation québécoise en la matière où est-ce qu'on a couvert, on s'entend, on a couvert une base de thèmes communs. C'est sûr que là, vous avez plus d'apprentissage à faire, mais c'est vraiment pas impossible de très bien réussir parce que même il y a des étudiants qui reçoivent des bourses d'excellence là, qui viennent de l'international qui n'avaient jamais étudié nécessairement en gestion des ressources humaines avant. Fait que moi, je dirais que ça dépend de l'étudiant, puis que oui, c'est très possible de bien réussir. Merci. Valérie, est-ce qu'il y avait une deuxième question? Une deuxième question, j'ai répondu à l'écrit, Ah, mais peut-être lui répondre. Y a-t-il un ordre particulier pour les cours lors de la formation DESS à suivre, en fait? Un c'est ordre sûr. à suivre. Oui, non, je comprends bien la question. C'est sûr qu'on va toujours suggérer de faire les cours obligatoires de l'école dans chacun des programmes qui sont des cours communs, peu importe le domaine d'études dans lequel vous allez étudier. Ce n'est pas une obligation. La plupart des cours reviennent de trimestre en trimestre. Et, vous pouvez commencer avec un cours optionnel. Si vous décidez que vous avez un besoin immédiat d'avoir un cours X, Y, Z afin de répondre aux besoins que vous avez dans votre organisation, rien ne vous empêche de débuter par ce cours-là pour rapidement répondre à votre besoin et par la suite prendre les cours obligatoires ou les autres cours du programme. Il n'y a pas de cours préalables à suivre dans le programme de DRHO. Il y en a dans d'autres programmes, mais pas en ressources humaines et développement des organisations. J'ai vu passer une question par rapport au titre de CRHA. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, ça ne donne pas le titre de CRHA. Par contre, on a une entente avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines. C'est valide pour des cours, des crédits de formation continue. L'information complète et plus juste est à l'intérieur de la fiche programme. Alors, si vous allez sur notre site web, si vous allez à programme avec un s.enap.ca, vous allez trouver le domaine d'études de développement des ressources humaines et des organisations. Cliquez sur un des programmes et allez voir dans les caractéristiques du programme, vous allez avoir de l'information à ce sujet-là. Mais de mémoire, je pense que c'est réservé uniquement à la maîtrise pour professionnels et non pas au DESS. On va rester disponible. En fait, Catherine et Valérie vont rester disponibles encore quelques minutes. Si vous avez d'autres questions que vous pouvez laisser dans le Q&A, comme je vous le mentionnais au début, c'est plus simple de les déposer là que dans le bouton conversation ou discussion. Alors, dans Q&A, c'est plus simple, on peut répondre et on voit qui a répondu à quelle question. Alors, moi, de mon côté, il me reste simplement d'abord à remercier la professeure Maude Boulay de sa disponibilité ce midi avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous pour l'invitation. Moi, c'est sûr que ça me donne une belle tribune pour faire de la publicité et avoir beaucoup d'étudiants dans mes cours. Donc, c'est sûr, je vous remercie d'être venu à la présentation, d'avoir écouté et de vous intéresser à l'ENAP. Et à moi maintenant de vous remercier de votre présence aujourd'hui, ce midi. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer la présentation par courriel dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine, avec un lien qui va mener vers cette présentation vidéo également que vous pouvez réécouter. Merci et bonne fin de journée.